De jour en jour, nos portefeuilles souffrent, nos comptes bancaires s'amincissent et la répercussion, elle est là, dans nos plats, dans notre vécu quotidien. La vie devient de plus en plus chère. Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pour un monde meilleur. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui nous touche tous. Quand je dis nous, c'est vous et moi. De jour en jour, nos portefeuilles souffrent, nos comptes bancaires s'amincissent et la répercussion, elle est là, dans nos plats, dans notre vécu quotidien. La vie devient de plus en plus chère. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau numéro de Pour un monde meilleur, où nous allons aborder la question de l'argent, l'économie. Et pour aborder ce sujet, nous recevons dans notre studio M. Larrey. M. Larrey, bonjour. Bonjour M. Boris, heureux encore d'être invité à ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Comment se porte votre portefeuille à vous? Mal, je dirais, parce que de moins en moins mon portefeuille a de l'argent à cause justement des prix qui s'augmentent constamment et tout le temps. Et ça ne s'arrête pas à moi seul, tout le monde en souffre. Peut-être une petite minorité, si je peux me permettre cette tautologie, sinon la quasi-totalité des citoyens dans le monde et en Afrique souffrent donc de la vie chère. Les gros prix contre des porte-monnaies de plus en plus amincis parce qu'il n'y a pas assez de ressources financières dedans. Et aujourd'hui, quand on fait le constat, aujourd'hui, les produits de première nécessité deviennent de plus en plus chers. Pas rares, mais chers. Aujourd'hui, la tomate au marché, c'est compliqué. Le piment, pour l'avoir, c'est compliqué. Le carburant. Et au niveau de nos officines hospitalières, les consultations sont de plus en plus chères, alors que les salaires stagnent. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Le système économique actuel est intrinsèquement inflationniste. C'est-à-dire, de par sa nature, son fonctionnement, il crée la vie chère. Il renchérisse les prix. Au fur et à mesure que le temps passe, le système fait augmenter le prix par son fonctionnement. Parce que, comme je l'ai dit, la vie chère est inhérente au fonctionnement du système monétaire actuel. Donc, si les prix s'augmentent partout et depuis toujours, c'est parce que ce système en a la cause. Voilà ce que je peux dire en si peu de mots. Aujourd'hui, on constate que de plus en plus de jeunes, pour ne pas dire des fonctionnaires, des citoyens moyens, ont du mal à payer leur loyer, ont du mal à joindre les deux bouts, pour ne pas dire à clôturer la fin de mois. Et quand je vous écoute, vous parlez d'un système qui, en quelque sorte, travaille pour que la vie soit chère de jour en jour. Est-ce à dire qu'en réalité, ce n'est que des spéculations ou une inflation créée, alors que nous aurions peut-être mérité mieux? Structurellement, le système crée la vie chère. À cela s'ajoute le désordre économique que le système même a créé et qui fait qu'on ne contrôle plus rien. Les gens peuvent de façon arbitraire aussi augmenter les prix sans que le système même ne l'impose. Mais vu que le système est un système de désordre, voilà, toutes les portes de cherté de la vie sont ouvertes par le désordre même que le système entraîne. En plus du fait que lui-même, dans son fonctionnement, crée la vie chère. Je prends juste un exemple pour montrer en quoi le système-là est véritablement inflationniste. Quand un entrepreneur va contracter un prêt, il investit, il produit, il doit vendre. Le prêt qu'il a contracté est assorti d'intérêt. L'entrepreneur aussi doit vivre de son activité. Donc, le produit fini, le produit qui va au consommateur ou à ses clients, finalement, lui revient plus cher.
parce que lui comptabilise l'intérêt qui doit sortir, retourner, retourner. les frais de fonction, tout. En plus de ça, il y a les taxes qu'il doit payer à l'État. Tout ça, lui calcule. Il impute au prix des services ou des produits qu'il vend. Ça fait que le produit ne peut que revenir cher au consommateur final, qui paie tout. Donc le consommateur final, lui, paie tout. Les bénéfices de l'entrepreneur, ce qu'il doit prendre pour payer sur l'intérêt du prêt contracté, ce qu'il doit verser aux services fiscaux et évidemment ce qui lui revient comme bénéfice. Donc le consommateur final se retrouve à payer tout. Et le système est tel que nos États, s'endettant toujours perpétuellement, sont obligés d'augmenter les taxes. Et quand les taxes augmentent, l'entrepreneur est obligé aussi d'augmenter les prix de ses produits. Ce qui fait que constamment, on voit que nous sommes dans la tendance à l'augmentation des prix des produits que nous consommons, que ce soit des produits pour nécessité ou des produits même qui sont importés parce qu'il y a la douane, parce qu'il y a tout ça là entre. Donc le système par son fonctionnement qui impose l'intérêt sur les prêts, qui impose des taxes, des impôts aux producteurs, aux entrepreneurs, à ceux qui ont des revenus, crée une vie chère qui ne dit pas son nom. Donc c'est un système intrinsèquement inflationniste. Aujourd'hui, les pouvoirs en place nous expliquent que nous avons besoin de payer nos impôts pour que l'État puisse travailler, pour que l'État puisse fonctionner, pour que l'État puisse construire des routes, des hôpitaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un amalgame? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un flou dans la mesure où vous estimez que l'entrepreneur forcément doit faire bénéfice et ce bénéfice doit partir de la poche du consommateur final que nous sommes, ce consommateur final qui ne voit pas forcément grossir son salaire? Oui, le système impose à nos États la fiscalité de façon outrancière. On essaie d'élargir ce qu'on appelle l'assiette fiscale. De plus en plus, de nouvelles taxes naissent et les anciennes taxes se retrouvent à s'augmenter. Et tout ça là, ce n'est pas du bien à la population. Ce n'est pas du bien à la population. Celui qui a le salaire, le gouvernement lui retient quelque chose. Naturellement. Voilà. Or, si l'État est dans la position de serviteur, l'État ne devait pas prendre les taxes. Parce que si je vous sers du vin, je mets le vin dans votre verre. Je ne viens pas vous enlever du vin. Mais quand l'État vient enlever de l'argent de ma poche, l'État ne me sert pas. Il m'a servi, quel que soit le prétexte avancé. Si même cet argent va être destiné à me construire 1 kilomètre de route, mais l'État n'a pas besoin de prendre l'argent dans ma poche pour construire cette route. Parce qu'il doit créer cet argent. Il ne le fait pas. S'il est devenu signataire de dettes, il est devenu celui qui prend les impôts pour appauvrir ses propres citoyens. C'est un État démissionnaire. Il faut dénoncer cet État-là et l'obliger à jouer son rôle de celui qui doit contrôler la création d'argent, de celui qui doit servir les citoyens et non les asservir. Actuellement, nous sommes asservis. Quel que soit le continent où nous habitons, nos États nous asservissent. Nos gouvernants ne sont plus à notre service, ils sont à notre asservissement par le fait qu'on nous prélève les taxes. Les taxes nous appauvrissent, ça ne nous enrichit pas. Les taxes, les impôts que nous payons ne nous enrichissent pas, ça nous appauvrit. Et c'est comme ça, l'État est tombé de son rôle de serviteur. Il est devenu aussi lui-même esclave de qui des financiers internationaux. L'État est devenu esclave. Donc l'État est utilisé. L'État est devenu, je dirais, une marionnette qu'on utilise pour flageller les citoyens. Au fond, il y a un maître qui détient nos gouvernants, qui leur impose ce qu'il faut faire. Si vous fouillez les rapports de la Banque mondiale, du FMI, les recommandations, on va vous dire que voilà, vous devez augmenter le coût de l'électricité, vous devez faire ceci, vous devez faire ça. On dit des recommandations, mais des recommandations, ça dépasse le mot recommandation. On vous impose ça, vous n'avez pas de choix, vous devez augmenter. Sinon, puisque il faut payer, il faut tenter de payer la dette en tentant de rembourser l'intérêt sur la dette. Et donc, 40, voire plus, donc 40%, voire plus, de nos recettes fiscales servent à payer l'intérêt sur la dette. C'est-à-dire que ce qui reste
il est à peine 50% et tout. C'est ça, peut-être on peut prendre maintenant pour tenter de payer les salaires, et tenter de faire ceci et tout et tout. Mais au fond, ce n'est pas tout l'argent pris dans nos poches en guise d'impôts et consorts qui servent à équiper nos pays ou bien à supporter le budget de l'État. Voilà, parce qu'une bonne partie retourne aux usuriers internationaux qui en fait n'en ont pas besoin. Parce qu'eux qui en créent, ils en créent comme ils veulent et quand bon leur semble. Ils n'en ont pas besoin. Ils détruisent cet argent. Quand l'État rembourse, cet argent est détruit. Cet argent est décancel. En anglais, on va dire comme ça. On détruit ça. Parce que voilà, et là, on laisse les besoins des citoyens, on laisse les populations s'appauvrir, on laisse les populations dans la vie chère, où finalement, avec le peu que vous gagnez, vous n'arrivez pas à faire le tour avec ça après une semaine. Vous payez le salaire, après une semaine, vous n'avez plus rien. Parce que les prix sur les marchés ont absorbé tout ce que vous avez pris. Les prix augmentent, les salaires ne suivent pas. Mais nous ne proposons pas qu'on puisse augmenter les salaires pour faire face au prix qui Et quelle est alors votre proposition? La solution que nous proposons, c'est la solution de la démocratie économique, qui voudrait que pour faire consommer les produits, il faut abaisser les prix. Il faut abaisser les prix. Mais l'entrepreneur a besoin de l'argent quand même pour mettre les produits sur le marché. Il a besoin de l'argent. Nous n'oublions pas l'entrepreneur. Personne ne serait triché. La démocratie économique, c'est un système de justice sociale où personne n'est triché, où personne n'est exclu. Donc, on tient compte de tout le monde. Chacun gagne de façon équitable. L'équité n'est pas égale à l'égalité. Donc, l'entrepreneur gagnerait de façon juste et honnête. Donc, ici, avec la solution de dividende social à tous, le revenu monétaire garanti régulièrement à tous, chaque consommateur, chaque citoyen consommateur reçoit un revenu qui lui permet d'acheter ce qu'il a produit. Donc, l'entrepreneur n'aura même pas de problème de vente. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème de marché. Les produits, les services seront bien écoulés ou consommés parce qu'il y a des consommateurs qui ont le moins de paiement. Et donc, on ne trichera véritablement personne. Et le problème de l'intérêt est réglé par qu'on appelle la démocratie économique. Ce que nous proposons, ça règle le problème de l'intérêt sur les prêts. Vu même que l'État ne s'endette plus, il y a plus, les taxes disparaissent, les impôts disparaissent. Et qui parle de la disparition des taxes des impôts, parle donc de l'allègement même de la vie. La vie ne serait plus chère parce que l'entrepreneur ne va plus ponctionner de l'argent pour payer l'État. Donc, cet entrepreneur-là ne va plus renchérir les prix des produits, des services qu'il rend. Et cet entrepreneur peut même recruter beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on donne beaucoup de boulot à un individu. Parce que voilà, si vous voulez en donner ce même boulot, être fait par plusieurs personnes, ça vous reviendrait cher. Vu que vous devez faire face aux pressions fiscales, donc on préfère donner par exemple un travail qui devait être fait par plusieurs personnes, on le donne à une seule personne. Là, on minimise les coûts parce que l'entrepreneur a des obligations à faire et tout. Donc, en termes d'emploi aussi, pour ceux qui veulent être des salariés, ça sera aussi une régénération. Il n'y aura plus d'emploi. Donc, fondamentalement, la démocratie économique garantit un système économique où il n'y a pas l'inflation, où il n'y a pas aussi déflation. Donc, le contraire de l'inflation, c'est la déflation, où il n'y a pas mévente, où il n'y a pas de taxes, où il n'y a pas d'impôts. Bref, un système de justice où chacun est justifié selon ce qui lui revient de droit. Merci, Monsieur Larrey, pour ces éclaircissements et pour ces idées. On retient qu'un monde meilleur est bien possible, et ceci grâce aux concepts et préceptes de la démocratie économique que nous vous invitons à suivre sur notre site internet www.fairedemain.org et nos différents canaux digitaux. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous retrouvons très bientôt dans un nouveau numéro. Au revoir et à bientôt.